Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et la fondatrice de cette chaîne et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Psycho Brio qui me refait l'honneur de revenir sur ma chaîne pour interview. Psycho Brio, c'est la première youtubeuse que j'ai interviewée sur ma chaîne il y a maintenant près d'un an. Et elle a bien voulu renouveler la confiance qu'elle m'a accordée pour traiter d'un sujet haut, délicat, mais très important, qui est la jalousie de l'entourage lorsqu'on décide d'entreprendre en tant que femme hypersensible. Bonjour Psychobrio. Bonjour. Je suis vraiment contente que tu sois là avec nous. Du coup, on va y aller directement. Oui, c'est un honneur d'être là. C'est un honneur. Merci. Honneur partagé. Merci pour le renouvellement de la confiance. J'aimerais qu'on aborde pour l'épisode d'aujourd'hui le sujet de la jalousie. C'est un sujet qui est vraiment délicat, mais qui est pourtant fait partie d'une expérience et de la réalité humaine. Surtout que la jalousie, finalement, ça peut être considéré comme une émotion, on va dire, normale, comme la colère, la tristesse, mais qui peut justement entraîner beaucoup de résistance chez des femmes hypersensibles qui veulent entreprendre, mais qui ont la crainte, en fait, du regard des autres, du regard de l'entourage et même très souvent de la position du chéri, du compagnon. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la jalousie et est-ce que c'est mal finalement? Est-ce qu'on est une mauvaise personne si on est une personne qui peut souvent ressentir de la jalousie? Eh bien, comme tu l'as dit, la jalousie, c'est une expérience humaine. Et la jalousie, c'est un sentiment complexe qui peut se manifester sous différentes formes. Généralement, ça survient lorsqu'une personne ressent de l'envie, de la rivalité ou une crainte de perdre l'affection ou l'attention de quelqu'un. Bon, des fois, s'il y a des situations romantiques, mais il y a aussi d'autres domaines comme l'amitié, la famille, le travail, etc. Donc, il y a différents niveaux de jalousie. Bon, la jalousie, ce n'est pas toujours mauvais, ok? Souvent, quand on parle de la jalousie, on pense à quelque chose de négatif. Par exemple, des rivales. C'est bien de le préciser que la jalousie, c'est pas un sentiment mauvais, c'est normal, comme la colère et la tristesse, mais je te laisse continuer. Oui, on pense à un sentiment souvent quand on parle de la jalousie, on pense à un sentiment négatif comme la rivalité entre deux femmes pour un homme. Mais la jalousie, ça peut aussi être un sentiment positif et qui est animé souvent par un instinct de protection. Par exemple, un parent peut être jaloux pour son enfant. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Admettons que... Ah, il faut l'expliquer, hein. Comment un parent peut être jaloux de son Non, mais enfant? d'une manière positive, hein, d'une manière où le parent Je te laisse protège l'enfant. développer. D'accord. D'une manière où le parent protège l'enfant. Par exemple, imaginez que vous êtes en vacances, vous savez, dans les hôtels là, au bord de la piscine, de la mer et tout ça, et il y a plein d'enfants. Et puis, il y a quelqu'un qui est très, très proche de votre enfant, un adulte, qui devient très proche de votre enfant, c'est au point que ça semble que ce n'est pas normal. Donc, le parent va avoir un sentiment de jalousie. Qu'est-ce que cet adulte est en train d'essayer de voler l'affection de mon enfant? D'accord. Pour toi, c'est l'émotion de jalousie qui régit l'instinct de protection du parent ou pour moi, c'est plus de la protection? Non, bien sûr, il n'y a pas que l'émotion de jalousie, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres émotions. Oui, Mhm. oui, il y a beaucoup d'autres émotions. Il y a la protection en premier lieu, je dirais que 80 de ça, ça va être l'instinct de protection. Bon, on va dire plus dans les foyers africains. La tantine, imaginez, une mère, on parle d'un foyer africain, la mère, elle est là et puis elle a sa copine, la tantine qui est là, mais elle remarque que sa fille devient très proche de la tantine. Pas proche d'une manière perverse, hein, d'une manière amicale, normale. La tantine part en voyage, par exemple, elle va à Londres, elle va en Espagne, elle offre des cadeaux à l'enfant et l'enfant parle grandement de cette tantine. Oh, je sais pas, on va l'appeler Tantine Suzanne. Oh, Tantine Suzanne est formidable. Tantine Suzanne m'a emmené un cadeau d'Espagne. Tantine Suzanne a fait... La mère va être un peu jalouse. Tu vois un peu ce que je veux dire? La mère va être un peu jalouse de cette tantine Suzanne. Ce n'est pas
totalement négative parce que la mère veut protéger son enfant. Tu ne sais pas quelles sont les intentions derrière. Pourquoi est-ce que cette tantine Suzanne est aussi gentille avec sa fille? Et je veux dire, c'est normal d'être gentil, mais il y a être gentil et être gentil. La mère sent que ce genre de gentillesse, c'est un peu trop. Donc, donc elle va un peu protéger sa fille dans le sens, elle va la ramener à lui dire, ok, c'est bien d'être gentil avec tantine Suzanne, mais fais quand même attention. Je veux dire, tu ne sais pas. Ça, c'est, je pense, ça c'est la jalousie positive. C'est pas, mais bien sûr, on connaît ce qu'on connaît le mieux, c'est la jalousie négative. Malheureusement, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui. Bien sûr, la rivalité, par exemple. La rivalité à l'école, au travail, dans l'amour ou des choses comme ça c'est Dans la famille aussi. oui, dans la famille aussi, ça c'est les thèmes de la majorité des films de Hollywood, hein. Il y a toujours un côté où il y a une histoire de jalousie, souvent. Mhm. Et du coup, par rapport justement à cette jalousie qu'on va qualifier de négative, contrairement à la jalousie positive qui finalement fait partie des émotions humaines, comment reconnaître une personne qui est jalouse mais de façon mal intentionnée vis-à-vis de nous? Eh bien, déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le comportement de cette personne. Vous avez comme une intuition, parce que comment ça se passe? Il y a ce qui est normal, la manière dont les gens se comportent. Et là, cette personne va faire un pas en trop qui sort de la normalité. Donc ça vous alerte déjà. Mais ça signifie quoi sortir de la normalité? Est-ce qu'il faut avoir peur des personnes qu'on intuitionne nous jalouser? Si c'est une émotion positive. Je vais dire normale plutôt. Je vais vous donner par exemple un exemple qui est arrivé à une jeune fille, une jeune femme. Elle arrive dans une nouvelle ville, elle et sa famille. Et elle devient amie avec une personne, une autre jeune femme qu'on va appeler Suzanne. Or, la première fille, on va l'appeler Héloïse. La deuxième, on l'appelle Suzanne. Héloïse arrive dans cette nouvelle ville. Et Héloïse, parce qu'elle est, je sais pas, elle a des connaissances, elle parle le français ou elle parle elle attire facilement les gens. Donc Héloïse est invitée aux fêtes. Mais Suzanne, qui a toujours été là, qui est née là, elle n'est pas invitée à ces fêtes. Donc la relation entre Héloïse et Suzanne commence à devenir un peu glaciale. C'est-à-dire que d'habitude, Suzanne était très joviale quand elle voyait Héloïse. Ça, c'était leur relation normale. Mais tout à coup, Suzanne, la fille qui n'est pas invitée, elle est un peu plus froide. Elle donne comment on appelle ça, des réponses un peu froides, un peu perçantes. Et son comportement a changé par rapport à la normalité que Héloïse avait l'habitude. D'accord. Ça, elle peut voir qu'il y a eu un changement de caractère. Alors, elle va s'asseoir, elle va se dire, pourquoi est-ce que ma copine a changé? Et elle va penser, elle va en arriver à la conclusion qu'elle a changé parce que moi, je suis invitée à telle fête, je suis invitée à machin, tout le monde vient me parler, tout le monde machin, je suis un peu la star. Mais elle, qui est née ici, qui a grandi ici, tout le monde l'ignore. Donc, il y a un petit peu de jalousie. C'est-à-dire, quand je parle de comportement normal qui change, le comportement normal entre ces deux femmes, c'était elles sont joviales, elles sont contentes de se voir l'une l'autre. Elles sont complices, elles passent du temps ensemble. Oui, c'est ça. Il y a une amitié qui semble forte, qui semble complice. Et puis tout à coup, il y a une fracture. Et c'est là que Héloïse, la nouvelle fille, doit se dire qu'est-ce qui a fait que ma copine a changé. Et dans sa tête, elle va faire un historique de leur relation et en arriver jusqu'au moment où la première fois, elle a senti un froid dans le comportement de sa copine et elle va se dire pourquoi. Et si elle fait une enquête mémoriale, elle fait une enquête et elle va se dire ah, parce que voilà, la différence entre elle et moi, c'est que moi, je suis invitée à toutes ces fêtes, tout le monde est gentil avec moi, mais elle est ignorée, donc elle se sent un peu seule, elle se sent un peu rejetée, et ça peut créer un sentiment de jalousie. Donc, cette cassure de la normalité. D'accord. C'est un très bon exemple justement par rapport au fait qu'une personne semble plus privilégiée, avoir plus de privilèges que d'autres qui
normalement aurait dû avoir ces privilèges-là, ou encore dans le cas de l'entrepreneuriat, une personne qui décide d'entreprendre et l'autre qui, en fait, ne le fait pas ou le fait mais n'a pas autant de succès. À ton avis, c'est la responsabilité de qui? De la personne qui est jalousée ou de la personne qui est jalouse de vouloir conserver le lien? Par exemple, si on revient sur ton exemple, c'est en fait à Suzanne d'aller vers Héloïse ou c'est à Héloïse de comprendre que ce serait intéressant que je sois toujours avec ma meilleure amie pour aller à des fêtes, etc. D'abord, il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous avons tous des dons, des qualités. Par exemple, une femme va être... il y a des femmes qui sont très très belles, c'est tout à fait naturel qu'elles attirent le regard des gens. Par exemple, il y a d'autres gens qui sont super intelligents, d'autres gens qui sont drôles, d'autres... On a tous des qualités, toutes, ok? Et certaines qualités vont attirer plus de gens, tu vois, en anglais on appelle ça a numbers game. C'est-à-dire que certaines qualités ont une audience. La beauté, par exemple, ça a une très très large audience. Ça attire beaucoup beaucoup de gens. Dans le cas de l'exemple que j'ai donné, admettons Héloïse, la nouvelle fille, sa qualité, par exemple, elle parle le français. Elle est dans un pays étranger et elle parle le français. Or, elle se retrouve dans un milieu où les gens aiment la langue française. Donc, ça attire ces gens. Les gens ont une admiration pour la langue française, tout à fait. L'audience ici, comme j'ai dit, c'est une admiration, comme tu dis, pour la langue française. Donc, l'autre fille, Suzanne, qui ne parle pas le français, il faut avoir l'humilité de reconnaître, voilà la situation. Héloïse parle le français. Tous les gens aux alentours aiment le français, sont attirés par cette langue et donc ils sont attirés par Héloïse. Moi, Suzanne, je ne parle pas le français, donc je n'ai pas cette attraction. Donc, je pense que les gens qui sont jaloux, la première chose qu'ils doivent avoir, c'est un peu d'humilité. De reconnaître qu'on ne peut pas être au top à chaque fois. Il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que nous dans tel ou tel domaine. De plus grand que nous, tout à fait. Oui, c'est ça. Et maintenant, pour la personne qui est jalousée, est-ce qu'il y a des précautions, on va dire des ordonnances pour les personnes jalousées ou bien parce qu'elles sont jalousées par définition, communion sans confession, sans forcément sainte ni touche? Pour moi, je pense que pas que les torts sont partagés, mais les responsabilités sont partagées dans le sens de la préservation du lien. Si par exemple, je remarque que mon ami est un peu intimidé parce que je parle français dans une communauté qui parle russe ou allemand, etc., et donc j'attire plus de regards, parce que j'ai ce besoin de vouloir sauvegarder le lien, et c'est à moi d'aller vers mon ami pour d'abord lui laisser le temps de digérer son émotion, parce que c'est humain, et ensuite aller vers elle pour essayer de la rassurer, essayer de l'embarquer avec moi pour l'introduire à mes nouvelles fréquentations. Et si maintenant, malgré mes efforts, elles sont toujours réticentes et vouloir conserver son émotion de jalousie, là, je comprendrais qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je pense quand même que les personnes jalousées aussi ont une part de responsabilité dans la sauvegarde du lien qui est en train de s'effriter. Oui, tout à fait. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait une fille, franchement, elle était magnifique. Elle était capverdienne. Tu sais, les capverdiennes, quand elles sont belles, elles sont vraiment belles, hein. Donc, cette fille, elle était absolument magnifique. Au point que même certains professeurs étaient amoureux d'elle. Tu peux le voir dans leur comportement. Et tous les élèves étaient très, très gentils avec elle. Elle avait toujours comment on appelle? Des privilèges. Je veux dire, c'est genre les garçons lui tirent la chaise avant qu'elle s'assoie, des trucs comme ça. On appelle ça le petit privilège, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Cette fille, on va l'appeler... comment je vais l'appeler? Magali, allez, appelons-la Magali. C'est pas son nom, mais c'est une histoire vraie. Donc, Magali avait le petit privilège. Et même moi, je la trouvais très belle. Tout le monde, dès que tu posais tes yeux sur cette fille, tu disais, Dieu existe. C'était une œuvre d'art. D'accord. Le truc avec cette fille, Magali, elle était consciente de son petit privilège. Mais il y a un truc qui était vraiment spécial au point que je me rappelle d'elle et je chéris sa mémoire, la mémoire du souvenir que j'ai d'elle, c'est qu'elle était aussi très humble et très gentille. Parce que les autres filles, j'en ai connu des jolies personnes, hein, mais dans 98% des cas, c'était des sorcières. Celle-là, elle était très très gentille, très humble, ça ne lui montait pas à la tête. Elle parlait à tout le monde, mais avec grand respect. Je me souviens qu'elle habitait dans mon quartier, donc on faisait souvent la route après l'école à la maison à pied.
Et là, elle me parlait de sa vie, elle me parlait de ses problèmes et j'ai découvert qu'elle avait en fait, malgré qu'elle était jolie, à la maison, il y avait pas mal de problèmes. Elle avait une belle-mère qui ne l'aimait pas. Apparemment, sa belle-mère ne supportait pas sa beauté et enfin, elle avait une vie assez difficile en fait, mais tu ne voyais pas derrière son sourire à l'école. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que une personne peut avoir euh, un privilège qui attire les gens, oui, mais tu sais pas, de un, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ce privilège peut parfois être dans sa vie privée, ça peut être une malédiction. Quand dans le cas de Magali, sa belle-mère ne supportait pas. Malheureusement, oui. Malheureusement, et enfin, ça a créé des problèmes. En fait, c'était une femme, c'était une jeune fille qui, à l'école, tu la voyais enjolivée, heureuse et tout ça, mais dans son cœur, il y avait beaucoup de tristesse. Et donc, parfois, on ne connaît pas très bien les gens. On est jaloux d'une personne parce que, oh, cette personne, il a un bon boulot, mais tu ne sais pas que dans son boulot, il est bullied. Il est, comment dire, intimidé. Il est la victime d'harassement de la part de ses collègues ou je ne sais pas quoi, là. Où tu veux dire, oh, cette personne a tel privilège, mais tu ne sais pas que derrière ce privilège, il vient un malheur. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, ici, je parle du point de la personne qui est jalouse. Hein. La personne, Suzanne, ouais, c'est ça, Suzanne. Elle est jalouse, mais elle ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais après, bon, ta question, c'était sur Héloïse, la personne qui est jalousée. Tout à fait. Quelle est la responsabilité de la personne qui est jalousée vis-à-vis de la personne qui est jalouse? La première chose, c'est si tu as, par exemple, le privilège de la beauté, eh ben, ce n'est pas la peine de le nier parce que c'est quelque chose c'est ton don à toi. Ne le nie pas. Maintenant, je pense que l'humilité, c'est important, comprendre que tout le monde n'a pas ce privilège. Et comme tu l'as dit, essayer de partager un peu ton privilège avec ta copine. Par exemple, elle est invitée à des fêtes, elle peut dire « Oh, est-ce que je peux emmener ma copine avec moi ?» Tout à fait. Des trucs comme ça. D'accord. Maintenant, si on laisse le privilège de la beauté, mais vraiment parler de l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre, d'oser des choses, tester de nouvelles choses, etc., qui peuvent en fait déstabiliser les gens autour de nous parce que ces personnes-là, souvent, veulent aussi entreprendre, mais n'ont pas cette niaque, ce courage que d'autres personnes peuvent avoir, et justement, ceci de la jalousie. Par exemple, le froid qui s'installe lorsque une amie décide d'entreprendre, décide de voyager, décide de faire de nouvelles choses, etc. Et il y a comme un froid qui s'installe. Comment réagir face à cela, en fait? Déjà, est-ce qu'il faut fuir systématiquement les personnes qui sont jalousées de nos entreprises, dans le sens de nos démarches? Et si non, comment essayer de manager, en fait, et de gérer tout cela? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, comment réagir face aux personnes jalouses? D'abord, il faut savoir les différents types de jalousie, on a dit ça. Par exemple, prenons le cas Comment réagir? Prenons le cas d'une critique non constructive. Ça arrive. Hein. Eh bien, une personne jalouse peut émettre des critiques constantes et non constructives à notre égard, si par exemple c'est contre nous. Et ces critiques visent souvent à diminuer notre valeur. Donc, comment est-ce qu'on peut réagir? Il faut déjà, dans la vie, il faut être confidente envers soi-même. Il faut savoir que moi, par exemple, j'ai de la valeur. Et à partir du moment où je me dis que j'ai de la valeur, j'ai le droit d'être là, je vaux aussi bien que l'autre, il n'y a personne qui peut venir me détruire, me déshumaniser. Je pense qu'il y a une vidéo dans Psychobrio où j'en parle. D'accord. Il y a un poème qui est assez célèbre aux États-Unis, ça s'appelle Attends que je tape un peu. Desiderata, c'est ça, Oui, c'est ça. Desiderata. Oh, j'invite les gens à lire ce poème. Pour ceux qui manquent de confiance en soi, c'est un super poème. Essayez de trouver la traduction. Je connais pas ce poème. Desiderata, c'est de qui? Max Hermann. D'accord. Et ça parle de la confiance en soi, c'est ça? Oui, mais d'une manière magnifique. Moi, quand j'étais plus jeune et que je rencontrais pas mal de problèmes, parce que c'est pour ça que j'ai créé Psychobrio, parce que c'est un peu une sorte de thérapie pour moi. D'autothérapie, tout à fait, oui. Et je peux te dire que ce poème m'a sauvé ma santé mentale. Parce que souvent, quand ça n'allait pas, j'y pensais. J'y pensais. Je l'ai apprise par cœur et j'y pensais. Donc, je vous invite à
à aller sur Google, taper Desiderata et trouver la version française. C'est un poème magnifique. Donc ici, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir une forte confiance en soi-même, une forte confiance de sa valeur, que personne, vous ne devez donner la permission à personne, pas même à vos parents, de vous déshumaniser, d'enlever votre valeur humaine, pas même un collègue. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est un droit qui n'est que divin et même le divin ne le fait pas. Donc, un être humain ne peut pas le faire. Ne donnez pas les critiques non constructives. Attention, il y a les critiques constructives, genre attends, cette règle, tu ne l'as pas bien fait, ce calcul, tu ne l'as pas bien fait, tu peux le faire comme ça. Ça, c'est une critique constructive. Les critiques non constructives, on sait tous ce que c'est. Hein. Les insultes à n'en plus finir et tout ça. Le dénigrement, tout à fait, oui. D'accord, ça c'est la première règle, c'est vraiment garder une forte conscience en soi, construire une confiance en soi pour ne pas accepter qu'autrui nous déshumanise dans les entreprises que nous faisons. Et du coup, est-ce que tu aurais un deuxième conseil de comment gérer la jalousie d'un proche lorsqu'on tente d'entreprendre quelque chose? Dans la vie, on ne peut que faire de son mieux. C'est-à-dire que une fois que tu as fait de ton mieux, il n'y a rien que tu puisses faire. Ok? Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il y a un proche qui est jaloux, que ce soit au boulot, dans la famille, etc. Tu vois, comme je t'ai donné l'exemple de cette fille que j'ai appelée Magali. Je ne pense pas qu'elle avait des gens qui étaient jaloux d'elle, par exemple sa belle-mère, mais même à l'école, il y avait des gens, quand elle voyait tous les garçons tourner autour d'elle. Elle, comment est-ce qu'elle a contré ça? C'est par sa gentillesse et son humilité. Elle a contré ça. Plutôt que la fille qui est sur son trône et qui regarde tout le monde de haut et vous n'êtes que des petits cafards, moi je suis la reine, machin. Non, elle n'était pas comme ça. Elle était très gentille et très humble. Elle a gardé les pieds sur terre, en fait. Elle a gardé à la fois son humanité, mais elle a toujours accordé aux autres leur humanité, malgré le privilège qu'elle avait. D'accord. Et donc, ça, c'est une manière de contrer ça. Chacun va faire selon sa tactique, mais je pense que l'humilité, pour moi, je parle souvent de l'humilité dans ma chaîne, parce que c'est l'humilité et le respect, c'est la base, pour moi, des relations humaines. Tout à fait. Si tu n'as pas ça, tu vas te retrouver avec plein de problèmes. Donc, c'est la base de ça. Et après, tu vois par rapport à ta situation, comment est-ce que tu peux contrer la jalousie d'un tel, un tel et un tel. Hein. Chaque cas est unique, mais la base, c'est l'humilité et le respect. Mais une fois que tu as fait de ton mieux et que ça ne marche pas, eh bien, c'est quoi qu'on dit? Lave-toi les mains. S'éloigner, couper les ponts. Ouais, ça sert à rien. On dit que c'est écrit ne pas jeter tes perles au port. Ne jetez pas vos perles au port. Les perles, à l'époque, c'était au 1er siècle, c'était quelque chose. C'est pas comme aujourd'hui, on fait des perles de culture. Hein. Tu peux trouver des perles à Primark, des perles ici. Non. À l'époque, les perles, c'était quelque chose de très, très rare et d'extrêmement précieux, difficile à obtenir. Donc, vous avez quelque chose d'aussi rare et vous jetez ça au porc. Les porcs, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les porcs, c'est des choses que certaines communautés ne mangent pas? Parce qu'à la base, le porc, c'est un animal qui mange de tout. Ça mange des trucs dégueulasses, des trucs morts, des machins, des nanas. C'est un peu comme le vautour de la terre, en fait. Donc, ne pas jeter tes perles au porc, c'est la connaissance que tu as, tes qualités, etc. Tu continues à essayer de les donner à quelqu'un qui n'en veut pas, à quelqu'un qui ne va pas apprécier. Et qui ne le respecte pas surtout. Oui, imagine que tu travailles très très dur pendant 30 ans, tu économises énormément d'argent et avec cet argent, tu achètes une Ferrari et tu offres à ta meilleure amie parce que tu aimes tellement ta meilleure amie. Et ta meilleure amie trash ta Ferrari. Ça devient une poubelle. Hein. Est-ce que tu vas continuer à lui offrir des cadeaux de valeur? Non. Donc, ne pas jeter vos perles au porc. Une fois que vous avez fait de votre mieux pour convaincre cette personne qui est jalouse que sa jalousie est futile, c'est inutile, et cette personne est obtus, têtue, ce que tu dois faire, c'est juste retire-toi. Retire-toi parce que tu es en train de perdre ton temps. Une fois que tu as fait de ton mieux, il n'y a rien de plus que tu puisses faire. Tu as atteint le plafond, c'est tout. C'est que cette personne, c'est qui elle est. Elle ne veut pas changer. Donc, retire-toi. Peut-être avec le temps, des fois ça arrive, les personnes changent. Ça dépendra, mais la vie est trop courte pour passer ton temps à implorer et à éduquer d'autres personnes. À mendier l'amour. Tu peux pas mendier l'amour. Ça, c'est une bêtise que les gens font. Ne mendie pas l'amour. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Si cette personne ne veut pas de toi,
Si cette personne a porté le manteau de ton ennemi, eh Mhm. ben, lâche l'affaire. D'accord. Ça peut être violent quand même comme décision radicale, mais effectivement, il y a d'abord un travail sur soi aussi à faire en tant que personne jalousée, parce que souvent, les personnes souvent On en a parlé quand j'ai donné l'exemple, par exemple, d'inviter la personne qui est jalouse dans ton cercle, d'être humble, d'être respectueuse, de pas avoir la grosse tête. tout à fait, oui. Tout à fait, oui et surtout aussi, considérer, le rayonnement de sa propre force, parce que souvent, il y a des personnes qui, faussement ou inconsciemment, ne veulent pas accepter qu'elles ont un rayonnement et donc sont comme ça faussement surprises que d'autres soient intimidés par ce qu'elles dégagent. Mais je pense qu'il y a aussi un travail dessus à faire, c'est-à-dire que lorsqu'on a un talent, comme tu le disais tantôt, lorsqu'on a une particularité qui attire plus l'attention que d'autres, c'est aussi notre responsabilité de prendre conscience de ce talent-là pour que, en fait, ça ne soit pas comme un aveuglement pour les autres, mais juste savoir à quel moment déployer ce talent pour que les autres se sentent toujours du mieux embarqués, quoi. Là, souvent, c'est un problème qui vient, la racine de ce problème, ça vient de la famille. La manière dont les parents traitaient cet enfant. On parle ici de la personne qui a le talent, hein. Mhm. Si une personne, bon, je parle souvent de la beauté parce que c'est ce qu'il y a de plus simple comme exemple, tout le monde comprend, ok? Admettons, dans mon histoire, j'avais pris Héloïse. Héloïse, c'est la jolie fille. Imagine que Héloïse, maintenant, elle va et elle n'arrive pas à comprendre que en fait, elle est belle. Ça, c'est souvent le problème, la racine, ça vient de la famille. C'est les familles, les parents n'ont pas. Tu sais, il y a des parents qui ne disent jamais à leur fille, tu es belle. Il y a des parents qui ne donnent jamais d'encouragement à leur fille. Moi, je connais des gens, ils ont eu leur bac, ils ont eu des félicitations de X, Y, Z, mais pas des parents. Il y a des parents qui, l'enfant vient avec un 18 sur 20 et ils veulent lui dire pourquoi tu n'as pas eu un 20. Tu vois ce que je veux dire? À la base, c'est pas toujours fait de manière méchante. Parfois, c'est tout ce qu'ils savent, mais ce n'est pas bien de faire ça. Il y a des parents qui, qui ne montrent pas à l'enfant son talent. Donc, l'enfant ne sait pas, oh, je suis bonne en musique, je sais très bien chanter. Il chante, par exemple, tu vas avoir un enfant qui chante, mais on dirait un soprano, on dirait un chanteur d'opéra, je sais pas quoi là. Toute la famille sait que l'enfant chante comme ça, mais il n'y a jamais eu personne qui l'a félicité. Donc, l'enfant chante, mais il ne sait pas qu'en fait, il a un don. Après, quand il va quelque part d'autre et qu'il chante et que les gens sont ébahis, waouh, 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 l'enfant ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que vous êtes si ébahi parce que personne ne lui a dit. Les personnes qui auraient dû lui dire qu'il a un don et que c'est magnifique et félicitations, je suis très fière de toi, mon chéri, ce sont ses parents. Et ça, c'est un truc que beaucoup de parents africains ne font pas. Essayer de pousser. Je comprends bien ce que tu veux dire, mais est-ce que finalement, c'est pas plutôt relié à la classe sociale? Parce que si, par exemple, dans une classe sociale inférieure, le don de chanter ou de sauter comme c'est pas moi, faire des grosses pirouettes, c'est pas impressionnant, mais le plus important, c'est rapporter la nourriture sur la table, évidemment que la personne ne sera pas encouragée. Parce que aussi, Non, ça peut être lié à la classe sociale, ça peut être lié aussi à l'éducation, comme tu le dis, et à peut-être une détresse personnelle, un traumatisme. non, à la base, non. Je dirais ça, non. Parce que, tu sais, j'ai un enfant. Je suis mariée, j'ai un enfant. Mhm. Et quand j'ai eu mon enfant, c'est devenu la personne la plus importante de mon existence, le centre de ma vie. Tout tournait autour de cet enfant. À quelle heure je vais me réveiller, à quelle heure je vais faire ci, à quelle heure je vais faire ça. Tout tournait autour de l'enfant. Et je me souviens, quand mon enfant a dit son premier mot, j'étais waouh, il a dit ça, il a dit ça. Son premier sourire, son premier pas, son premier. Et pourtant, quand mon petit est né, on va l'appeler Jojo, quand Jojo est né, j'étais pauvre, hein. Comment j'étais pauvre? Mhm. Mon mari, comment dire, moi je travaillais pas. On était au Canada. J'en parle dans une de mes vidéos sur stratégie féminine. À l'époque, je travaillais pas. J'étais très malade, donc je travaillais pas. Et mon mari, il n'avait pas de boulot. C'était un étudiant. Il faisait pas le PhD, mais après le PhD. Donc tout ce qu'il avait, c'était la bourse d'étudiant. Donc on était pauvres. Mais malgré qu'on était pauvres, tout ce qui se passait avec mon bébé, c'était à chaque fois qu'il avait quelque chose de nouveau, il commence à parler, même quand il mangeait, tu vois, au début c'est les biberons, mais je me rappelle encore la première fois qu'il a mangé la nourriture solide.
J'ai dit, il faut que je prenne une photo, il faut que je fasse ci. Donc, ça n'a rien à voir avec comment on appelle ça, la pauvreté. C'est l'état du cœur. C'est à quel point tu aimes tes enfants. Donc, quand tu aimes vraiment ton enfant, cet enfant devient le centre de ton univers. Mais malheureusement, il y a beaucoup de familles, ils font des enfants pour toutes sortes de raisons et l'amour n'en est pas. Ils vont faire des enfants, ici on parle des familles africaines, pour les papiers, ils vont faire des enfants pour marquer leur territoire. Tu sais, souvent les femmes font ça. Hein. J'aime cet homme, donc je veux lui faire un bébé, comme ça il sera toujours un... Pour toutes sortes de bêtises, mais l'amour ne fait pas partie du plan. Et c'est pour ça que c'est comme ça que ces parents manquent les dons de leurs enfants. Parce que l'enfant est là pour l'argent des allocations familiales. Donc, qu'est-ce qu'il s'en fout que l'enfant sait dire à l'âge de 4 mois? Il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est le chèque qui va venir à la fin du mois. D'accord. Mais j'aimerais quand même rebondir sur ton cas spécifique, puisque c'est toi qui as pris cet exemple-là. Mais le fait déjà de quitter l'Afrique pour aller au Canada, c'est une ouverture d'esprit, en fait. Est-ce que, à défaut de ne pas être un résultat d'une condition sociale, est-ce que c'est pas simplement le fait d'un manque d'ouverture d'esprit, le fait de ne pas être ouvert justement à d'autres cultures, ce genre de choses, en fait? Le fait de considérer l'enfant lorsqu'il grandit. Je suis désolée, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que tu peux préciser? Finalement, on va dire l'intérêt que tu avais pour ton enfant, puisque c'est l'exemple que tu as pris, si on reste dessus. Est-ce que, vu qu'il y avait déjà, on va dire, l'expatriation, le fait de quitter l'Afrique vers un pays étranger de l'Occident, est-ce que c'est pas plutôt cette ouverture d'esprit déjà qui a permis de prendre plus en considération l'enfant qui grandit, en fait? J'ai pas quitté l'Afrique. J'étais pas en Afrique, j'étais déjà en Europe. Non, la raison pour laquelle je suis partie au Canada, c'est parce que j'avais pas mal de problèmes de famille et je voulais fuir ça, c'est tout. Donc j'ai convaincu mon mari d'aller là-bas et il a trouvé un postdoc qui a accepté, enfin une place de postdoctorat à l'université à Vancouver. C'est ça, c'était pas... Mais du coup, ça appuie encore ma question, parce que finalement, il y a vraiment cette ouverture d'esprit de chercher toujours le meilleur. Est-ce que c'est pas juste un manque d'ouverture d'esprit que certains parents ont qui empêche de voir les talents de l'enfant et donc l'encourager à être fier de lui, à développer une estime personnelle? Ouverture d'esprit... Enfin, mon cas, c'est un peu particulier. Je viens d'une famille extrêmement dysfonctionnelle. Extrêmement dysfonctionnelle. Et c'est pour ça que j'ai créé Psychobrio. C'est pour ça que je parle de certains sujets dans mon truc stratégie féminine pour aider les gens qui ont vécu des trucs que j'ai vécu. Et voilà. Maintenant, l'effet de partir à l'étranger, c'était pour moi juste fuir les problèmes, c'était ça. Mais l'ouverture d'esprit, enfin, je ne sais pas si c'est le mot ouverture d'esprit est là. Je dirais plutôt la sagesse d'évaluer ma situation. Ouais, peut-être l'ouverture d'esprit, dans le sens que moi, ce que je voulais depuis mon enfance, il y a une vidéo où j'en parle dans ma chaîne Stratégie Féminine, où à 13 ans, tu sais, je me suis assise et je regardais la vie que j'ai, la vie que les adultes autour de moi ont, et j'ai dit, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux une vie normale. Je veux une vie où il y a un papa et une maman qui sont mariés, qui ont des enfants et qui aiment leurs enfants, et les enfants aiment et respectent leurs parents. Et j'ai dit, c'est ce que je vais avoir. Et j'avais 13 ans. Et à cet âge-là... Wow. Quelle maturité, hein? Impressionnant. Parce que il y a un moment, tu sais, enough is enough, comme on dit en anglais. Assez, c'est assez. Il y avait trop de stupidité, on va dire. Et à 13 ans, je me suis dit, je ne veux pas de ça. Jamais je vais m'épouser à un de ces tontons, ces machines à problèmes. J'ai dit non. Et j'ai même choisi le nom de mon enfant. À 13 ans? À l'âge de 13 ans? Parce qu'il y avait un nom que j'aimais beaucoup, un nom masculin que j'aimais beaucoup. Et j'ai fait une prière à mon Dieu et j'ai dit, si un jour j'ai un garçon, j'aimerais l'appeler comme ça. Et j'ai eu un garçon et je l'ai appelé comme ça. Mais bon, j'avais 13 ans. Donc ça te montre la base pour laquelle je chéris mon petit garçon. Parce que je viens de le faire. Et sortir de là, il fait partie des preuves qui me montrent que je suis sortie de l'enfer. Donc,
je chéris ce petit garçon. Et malheureusement, bon, certaines familles africaines, moi j'en connais plein, ont des enfants pour toutes sortes de raisons, comme je l'ai dit, mais l'amour, ben, ça manque. Ça fait pas partie des raisons. Tout à fait. Il y a une question là que je t'avais déjà posée dans la première vidéo qu'on avait faite ensemble, mais que j'aimerais vraiment te reposer maintenant. Est-ce que pour toi, l'amour d'un parent se construit ou c'est vraiment de l'ordre de l'instinct, en fait? Ça ne se construit pas. Ça ne se construit pas, c'est de l'ordre de l'instinct? Non, c'est là. C'est là. Ça se construit pas. C'est pas un truc qui se construit. Mais comment C'est là. expliquer alors qu'il y a autant de familles dysfonctionnelles en Afrique? Donc, tous les parents africains sont mauvais, c'est ça? Non, attention. Moi, dans mes chaînes, je parle de trucs dysfonctionnels. Donc, c'est Oui. pour aider les gens qui viennent de ce cadre dysfonctionnel. Mais il y a aussi des parents africains qui sont très, très bien, qui C'est aiment vrai, leurs enfants. Il y a des familles très excellentes. équilibré. Tout à Oui, fait. absolument. Bon, moi, je me focalise sur le côté négatif. Mais il y a aussi des côtés extrêmement positifs. Moi, une fois, j'en ai parlé. Je parle souvent d'une famille nigériane que je connais. C'est bon, maintenant, ils sont âgés, hein. Le père et la mère, ils n'ont eu que 2 enfants. Et ils s'occupent très, très bien de ces enfants, au point que eux, aujourd'hui, les enfants, ils font de très hautes études. Il y en a une au Canada et une au UK. Enfin, une au Canada et un au UK. Ça, c'était un très, très bon exemple de famille. Et d'ailleurs, j'ai rencontré les parents un jour. Le gars, le jeune fils, il est ami avec mon époux. Et j'ai rencontré les parents et c'est des gens magnifiques. Ils m'ont donné des conseils sur la manière d'élever mon enfant. Ils m'ont regardé, après ils me disent, non, tu fais pas comme ça, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Et ça a marché, quoi. Donc, il y a des familles africaines qui sont formidables. Oui, oui. Mais dans mes vidéos, je parle pas de ça. Je parle du côté dysfonctionnel. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, donc, pour revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, pour revenir sur les personnes jalousées, mais qui, en fait, ont cet inconfort avec l'objet de la jalousie sur eux, c'est souvent parce que, malheureusement, ces personnes n'ont pas eu une éducation sécurisante et encourageante qui leur fait prendre conscience, l'éducation, de la force qu'ils ont. Et donc, en grandissant, ils sont là comme ça. C'est comme une façon non assumée d'être beau, d'être intelligent, etc. Et donc, ça peut attirer de la jalousie. Oui, il y a de ça. Mais dans mes vidéos, ce que je fais vraiment la part, c'est je n'encourage pas la victimisation. Tu peux venir d'une famille, regarde-moi, je viens d'une famille, franchement, c'est pas ça. Et il y a beaucoup de jeunes filles que je connais qui ont vécu ce que moi j'ai vécu et qui finissent dans des situations familiales catastrophiques. Elles sont dans des immeubles, toutes seules, avec 4 enfants de 4 pères différents. Je n'encourage pas la victimisation dans le sens où il peut nous arriver le pire des choses. Attends, je parle de ça dans... Il y a une vidéo où je parle de Yeonmi Park. Yeonmi Park, c'est une jeune femme qui vient du Corée du Nord. Et bon, quand tu dis Corée du Nord, tu sais qu'elle a vécu l'horreur. Et elle a écrit un livre où elle explique que elle a vu sa mère se faire agresser, tu sais ce que je veux dire, par des hommes devant elle. Elle avait 13 ans. Elle a tout vu. Et pourquoi sa mère s'est retrouvée dans cette situation? C'est parce qu'à la base, ces hommes voulaient lui faire ça à elle. Elle avait 13 ans. Et sa mère a dit non, laissez ma fille tranquille, ne la touchez pas. Au lieu de ça, touchez-moi. Donc sa mère s'est sacrifiée pour elle. Et elle a tout vu. Et encore, cet exemple qu'elle donne, pour moi, c'est horrible, c'est absolument terrible. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'elle a vécu de pire. Dans tout son livre, c'est comme si elle te racontait cauchemar après cauchemar. Donc, dans cette jeune femme, Yeonmi Park, elle a vécu l'horreur. Mais, pourquoi je donne son exemple? C'est parce qu'elle n'est pas assise là en train de pleurer sur son coin. Non, elle a continué sa vie. Bon, elle a réussi à s'échapper en Corée du Sud, où elle est partie à l'université. Ensuite, elle est partie aux États-Unis. C'est les États-Unis ou le Canada, je ne sais plus. Mais elle a continué de vivre. Elle n'était pas restée là en train de pleurer. Oh, pauvre de moi, il m'est arrivé ça et ça. Actuellement, elle est aux États-Unis. Tout à fait. Ah ouais, ok. Yeah. Donc, elle n'était pas là en train de pleurer. Oh, pauvre de moi, il m'est arrivé ça et ça. Je ne peux plus avancer dans la vie parce qu'il m'est arrivé ça et ça et ça. Non.
Et elle s'est dit, bon, il m'est arrivé ces horreurs, ce n'est pas de ma faute. Si elle a besoin de thérapie, j'espère qu'elle prend de la thérapie. Mais après, la vie, ben, il faut continuer, quoi. Le soleil, il va pas s'arrêter pour vous, De pour nous. tourner. Il continue. La Terre, c'est ce que je me disais quand j'étais enfant, la Terre continue de tourner. Demain est un autre jour. Et c'est pour ça, moi, je ne suis pas pour la victimisation. Je connais beaucoup de femmes, des Françaises, qui prennent des antidépresseurs, des machins. Et quand tu écoutes leurs histoires, mais tu dis, attends, si tu avais vécu 1 minute dans ma vie, tu te serais suicidée. Donc, moi, je ne suis pas pour la victimisation. La vie continue, la vie est très difficile, mais quoi que ce soit que vous ayez vécu, il y a toujours quelqu'un qui a vécu pire. Mhm. Donc, Après, la démarche, c'est pas forcément on va dire, de comparer les degrés de malheur, parce que finalement, on est soi-même notre propre, on va dire, seuil de tolérance. Mais je vois quand même en toi quand même une grosse résilience et un gros esprit de survie, en fait, une grosse compétence de survie. Parce que si oui. à 13 ans, tu as eu ce discernement de choisir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi, c'est que quand même, il y a quelque chose en toi qui te pousse, en fait, à avoir ce genre de discernement assez tôt, Bon, finalement. oui, bon, moi je regardais beaucoup les séries télé, genre La petite maison dans la prairie, Le prince de Bel-Air, des trucs comme ça où tu voyais des familles qui s'aimaient, tu vois, et je me disais, oh, j'aurais tellement aimé avoir ça, j'aurais tellement aimé Mmh, avoir ça. Et je me dis, mmh. pourquoi j'aurais? Pourquoi pas je vais? Et j'ai compris que ma vie, c'est ma responsabilité. Mais Il faut justement, c'est voir. ce qui est incroyable, Psychobrio. Comment, en fait, à 13 ans, tu arrives à comprendre que la vie, c'est ta responsabilité? Parce que souvent, lorsqu'on a 13 ans, ce qu'on veut, c'est plaire aux garçons, c'est que maman, papa nous félicitent par rapport à nos bonnes notes, c'est être le préféré par rapport au reste de la famille, bien s'habiller à l'école. Mais déjà, avoir cet instinct, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, cet instinct de compréhension que la vie, c'est ma responsabilité, c'est que tu as dû vivre des choses extraordinaires pour que tu C'est que j'en percutes le avais physique marre. très tôt. C'est Voilà, c'est c'est ça. juste que j'en avais marre. J'en avais marre, Mmh. c'est tout. Et je me suis dit, ça peut pas être l'histoire de ma vie. Non, je veux pas de ça. D'accord. Moi je veux vivre une vie comme Laura Ingalls. Tu vois, tout ce qu'elle a à faire, c'est aller à l'école, et elle a un gentil papa, une gentille maman. Moi, je voulais ça. Donc, je me D'accord. suis dit, bon, ok, j'ai pas ça, mais dans l'avenir, si jamais j'ai des enfants, je peux leur offrir ça. Mmh. Et je me suis, ben voilà quoi. D'accord. C'est très intéressant. OK. Mais du coup, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet qui est la jalousie du conjoint en tant que femme hypersensible qui entreprend. Parce que je sais que tu as 2 chaînes. Tu as la chaîne Psychobrio où tu dénonces vraiment, tu mets, en lumière, on va dire les conséquences d'une famille et d'une éducation, dysfonctionnelle. Mais à côté de cette chaîne, Psychobrio, tu as une autre chaîne Stratégie féminine qui Mhm. propose aux femmes, on va dire des stratégies pour savoir, dater, repérer les red flags pour, on va dire, sélectionner ou être sélectionné par le bon parti. Voilà. Je paraphrase un peu. Et Euh, justement, cette question, je la trouve très pertinente à te poser également, parce que lorsqu'on est une femme hypersensible, c'est-à-dire qui est vraiment, qui a une grande empathie, qui prend en considération les émotions de son entourage, en même temps, on est une femme ambitieuse qui a vraiment des grands rêves, et lorsqu'on souhaite entreprendre, bien, on est en face de la résistance, de la jalousie de notre conjoint, qui, au lieu de nous encourager, de nous prendre par la main, de nous guider, de nous pousser, se met à jalouser toutes nos démarches. Comment réagir en fait? Comment réagir à la jalousie du conjoint? eh bien, d'abord, il faut savoir que la personne, quand tu te maries avec quelqu'un, il faut d'abord bien connaître sa personne. Il faut d'abord bien te connaître toi, ensuite bien Mhm. connaître cette personne, et aussi une très très bonne communication. Il y a là, je parle des fondements d'abord, hein. J'ai une vidéo où je parle de conseils pour le mariage. Et je donne. Et qui est sur la chaîne Stratégie féminine, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Je donne des conseils pour le mariage. Et l'un des conseils que je donne, j'insiste vraiment, c'est la communication. Et Mm. je dis, par exemple, il faut que les gens, par exemple, ils se voient je sais pas, bon, admettons, tous les vendredis soirs, et ils parlent d'un sujet précis. Donc,
ils vont faire une liste d'au moins 20 sujets dont ils vont parler tous les vendredis soirs. Donc, ce soir, on va parler des enfants. Combien d'enfants est-ce qu'on va avoir? Si on va avoir des enfants, quel va être leur nom? Machin, nanana. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Est-ce qu'on va adopter? Est-ce qu'on va accepter parfois, dans les familles africaines, ils ont des enfants à droite, à gauche, des cousins, des sœurs, des tantes. Est-ce qu'on va faire ça? La communication à tous les niveaux. Les enfants, les rapports sexuels, l'argent, le travail, etc. Ça évite déjà, quand vous savez à quoi vous avez affaire, ça évite déjà pas mal de problèmes, y compris la jalousie. Parce que les deux parties savent à quoi s'attendre. Mais finalement, ça, c'est de la théorie, psychobrio. En pratique, ça peut être autre chose. C'est-à-dire qu'en théorie, je réponds correctement à toutes les questions, mais après, lorsque je suis devant les faits, je réagis autrement. Mais comment ça, c'est un menteur. La personne qui fait ça, c'est une menteuse alors. Un menteur ou une menteuse. Tu le penses? Ah bon? Non, parce que si je dis, enfin, par exemple, si je dis, voilà, je vais travailler, mais je vais faire un emploi à temps partiel. Lui, il fait à temps plein et moi, je fais à temps partiel. Donc, lui, il s'attend qu'une fois qu'on va être mariés, il va faire du temps plein et moi, je ferai du temps partiel. Mais à la dernière minute, je change d'avis. Je dis, oh, j'ai changé d'avis, maintenant, moi aussi, je veux faire du temps plein. C'est pas honnête. Je lui ai menti. Pour moi, c'est une fraude. Après, bon, il peut y avoir une situation économique où lui, par exemple, ça va pas très bien avec son boulot et je dois rattraper. Mais ça, c'est autre chose. Je parle pas des cas particuliers. Mais à la base, pour moi, moi, je suis pour l'honnêteté quand il s'agit de ce genre de choses. La personne qui, à la dernière minute, change d'avis, c'est quelqu'un qui a menti. C'est de la fraude, en fait. Mais pour moi, la jalousie, comme c'est de l'ordre des émotions, c'est pas une question de changer d'avis. Parce qu'un avis, quelque part, c'est une réflexion, alors que la jalousie, c'est une émotion. Comment on réagit lorsque son conjoint jalouse nos démarches et jalouse notre succès? La communication, une fois encore, c'est important. Admettons, une femme, elle a un boulot. Tu sais, les petits boulots que tu fais sur Internet, là, tu vends des trucs sur Amazon. Imagine ça, hein? Et puis, elle commence à avoir un très, très grand succès. Et souvent, c'est fulgurant, ce genre de business. Oui. Elle commence à avoir un très grand succès et admettons que ça provoque de la jalousie chez son mari. C'est important de communiquer. Et d'avoir des buts en commun. Par exemple, elle va communiquer et expliquer qu'elle ne fait pas ça pour le dénigrer. Elle fait ça, c'est voir le côté positif, ça aide la famille. Peut-être qu'ils vont sortir du quartier où ils habitent et être capables d'habiter dans un quartier meilleur, d'envoyer les enfants dans une école privée ou je sais pas. Mais la communication, c'est très important. Le rassurer qu'elle n'est pas une compétition contre lui. Elle est là, tous les deux travaillent ensemble. C'est une équipe, ils sont une équipe ensemble. Oui. D'accord. Du coup, pour faire face à la jalousie du conjoint, c'est vraiment la communication, le rassurer, parce que de toutes les façons, ce genre de situation, c'est plus l'homme qui jalouse la femme. Et il y a rarement des femmes qui jalousent le succès de l'homme. Oui. L'homme perçoit une menace pour son statut social et même affectif. Hein. Il se voit en dessous de la femme soudainement. Or, ça ne semble pas naturel pour lui. Donc ça provoque ses instincts de survie et ça se transforme souvent en jalousie. Donc la femme doit rassurer cet homme que je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas là contre toi. Si moi je réussis, c'est toute la famille qui réussit, y compris toi. Enfin, une communication et le rassurer, quoi. Tout à fait, oui. Et le rassurer aussi en tant que femme, ne pas avoir cet orgueil de se sentir supérieure maintenant à l'homme. Ah oui, absolument. C'est ça, oui, tout à fait. L'humilité et le respect. Hein. Ça revient toujours à l'humilité et le respect. Oui, j'ai une vidéo où j'explique ce que les hommes veulent le plus, et c'est le respect. Au top de la pyramide, ce qu'un homme veut d'une femme, c'est pas sa beauté, qu'elle ait des cheveux yaki, des chaussures à talons, ou qu'elle ait bac plus 1000, ou qu'elle ait machin. Non, la fondation, c'est le respect. S'il n'y a pas de respect, qu'est-ce qu'il y a? Mais du coup, ça veut dire quoi le respect? C'est quoi une femme qui respecte un homme? Une femme qui lui lave les pieds quand il rentre du boulot, une femme qui lave les assiettes, c'est quoi respecter un homme? Non, c'est pas... C'est dans la manière dont il se...
comment dire? Ils se comportent l'un envers l'autre, dans la manière dont ils se considèrent l'un envers l'autre. Heu, Mhm. Par exemple, une fois j'étais, invitée à un dîner, il y avait plein d'adultes comme ça et il y avait un homme, il a dit quelque chose, il parlait de leurs vacances, il a dit quelque chose et il s'est planté de village ou de je sais pas quoi là et tout de suite sa femme l'a repris devant tout le monde. Elle était genre: «Oh non, 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 c'était pas Montreuil, c'était Perpignan!» devant tout le monde Mhm. et moi je regarde et l'homme, il était devenu rouge. Ça, c'est un manque de respect, tu te comportes pas comme ça. Quand ton homme, il s'est planté comme là, tu dis rien. C'est en privé, entre vous, tu dis: «Ah, écoute mon chéri, ah, je me souviens, tu te souviens quand tu as parlé de nos vacances à untel? Ah, au lieu de dire que c'était Perpignan, tu as dit que c'était Montreuil». C'est un truc que vous faites en privé. Pour moi, dans un couple marié, le respect qu'une femme a, elle ne doit jamais humilier son mari en public. Même pas en Mhm. privé, on va dire, hein, mais en public, elle doit montrer à l'homme, enfin, elle doit montrer au monde entier que son homme, c'est le top. Elle doit être le plus grand cheerleader de son mari. Ça, c'est en public. Les gens, ils vont voir, qu'elle respecte son mari, qu'elle admire. Les hommes ont besoin de ça. Parce que j'ai encore une autre vidéo où je parle de pourquoi est-ce que les hommes sont importants. En fait, c'est une série de 3 vidéos, hein, D'accord. heu, Du que je coup, vais je mettrai les liens en barre de description de la vidéo. bon, les gens sont à l'aise dans stratégie féminine, ils la verront, hein, tu vois? Donc, comme on parle du respect de l'épouse, c'est ça, l'épouse envers son époux, c'est ça? Mais pour moi, l'homme aussi doit respecter la femme. Oui, là, je parle de la femme, hein. Bien sûr que l'homme doit respecter la femme. Mhm. Heu, Ça va dans les deux sens. C'est important de le Bien préciser quand sûr, même. mais là, je parle du point de vue de la femme d'abord. Mhm. Heu, la femme doit être le plus grand cheerleader de son mari et pour y Même si, arriver même si elle entreprend de son côté et que c'est elle qui a besoin d'encouragement pour mener à bien son business, c'est ça? non, là, je parle d'abord du point de vue de la femme envers le mari. De façon générale, OK. Oui, d'abord, elle doit montrer au monde entier qu'elle a fait le bon choix et pour faire le bon choix, il faut d'abord commencer par faire le bon choix. C'est aussi simple que ça. Donc elle doit bien connaître cet homme et s'assurer que oui, elle peut être son cheerleader. Maintenant, du côté de l'homme, bien sûr, l'homme doit respecter, la femme, mais il y a une différence entre l'homme et la femme. La femme doit respecter son mari et Mhm. l'homme doit aimer sa femme et ça, c'est biologique. J'en parle encore dans une de mes vidéos, c'est biologique. La femme, elle a déjà, cette tendance à aimer naturellement. Je parle des femmes normales. Il y a une hormone qu'on appelle l'oxytocine. Mhm. Les femmes en ont plus que les hommes. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans des scénarios où une prostituée, par exemple, un homme peut passer la nuit, comment dire? Peut voir une prostituée et ne pas tomber amoureux d'elle. Mais une prostituée qui voit un homme régulièrement, qui discute avec cet homme régulièrement et qui constate que cet homme a quelques, gestes, gentils, Attentionné. oui, Mhm. c'est ça, intentionnés envers elle, eh bien, devinez quoi? Dans Elle 99 tombera des amoureuse. cas, elle va finir Mm. par tomber amoureuse de lui. C'est pour ça, vous voyez ces femmes, elles ont des yeux, on dirait des ghosts, des fantômes. Parce que les femmes ont plus d'oxytocine que les hommes. L'oxytocine, c'est l'hormone de l'attachement, ce qu'on appelle aussi l'hormone du lien. Par exemple, les femmes en ont besoin encore plus que les hommes parce que c'est les femmes qui nourrissent, qui portent l'enfant et qui nourrissent l'enfant, qui passent le plus de temps avec le bébé. Et D'accord. si tu sais quelque chose avec les bébés, c'est les bébés peuvent te rendre dingue. Quand ils commencent à pleurer 3 heures sans s'arrêter, tu peux péter les plombs. Mais parce qu'ils ont cette hormone d'attachement, la femme va aimer son enfant, elle va supporter les cris et tout ça beaucoup plus facilement. Et malheureusement, on a tendance, une femme tombe amoureuse beaucoup plus facilement. C'est ça, tu vois ça par exemple, les phénomènes des boys bands. Est-ce que tu as le même niveau boys band et boys girl? Euh, les, Tu sais, les boys C'est bands, quoi, c'est les quoi boys, Boys Humaine?
C'est Des quoi? boys bands, c'est les groupes de musique, genre, je sais pas si on fait ça encore à notre époque, mais il y avait les New Kids on the Block à l'époque, les Justin Timberlake, les attends, D'accord, je vois, oui. tu Ok. vois les groupes de musique et quand tu regardes bien autour d'eux, il y a toujours des tas de filles en train de crier: Mhm. «Ah Justine, Justine!» Mhm. L'oxytocine et les maisons de disques ont compris ça. Maintenant, les phénomènes, quand il y a l'équivalent des girls, comme les Spice Girls et tout, c'est pas la même chose. Ça a pas le même niveau de folie. D'abord, les garçons, ils courent pas après les boys girls, les girl bands, comme les c'était Mhm. pas ça. Il y avait que très peu de garçons qui couraient après ce genre de choses. C'est toujours des filles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un D'accord. attachement, la fille a un attachement et l'industrie de la musique a compris ça. Ça marche que sur des filles, enfin, en majorité sur des filles. C'est hormonal, en Donc, fait. c'est ce qui fait que l'homme doit aimer la femme. Parce que la femme, elle a déjà cette tendance à aimer et quand elle aime, c'est l'océan, quoi. C'est pour ça que tu vois des scénarios en Afrique où la femme va faire un choix, mais tu te dis: «Qu'est-ce qui lui arrive?» quoi. Donc l'homme doit aimer sa femme, parce que la femme a déjà tendance à aimer. Hmm. Maintenant, la femme, parce qu'elle a déjà tendance à aimer, l'amour est déjà là, elle doit rajouter le respect. Parce que, bien sûr, l'homme doit respecter. Mais si je parle d'un point de vue biologique, genre l'oxytocine, l'hormone, la femme en a plus que l'homme. Enfin, il y a une autre vidéo où j'en parle un peu plus en détail et je vais en faire encore une autre parce que parfois il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça. Hmm. D'accord. Du coup, pour faire face, pour venir au sujet de la vidéo, quand on est une femme ambitieuse et que malheureusement notre conjoint émet comme ça des élans de jalousie vis-à-vis de nos démarches, c'est le premier pas, c'est vraiment la communication et le respect. Oui, Et si le mari, malgré cela, ne comprend pas, ne semble pas adhérer à nos démarches, qu'est-ce qu'il faut faire? c'est Je un vais te choix prendre un difficile, hein. exemple, tout à fait. Je vais te prendre l'exemple d'une youtubeuse d'origine gabonaise, togolaise, qui a immigré au Canada. Mmh. Et c'est une femme très pétillante, vraiment entreprenante, créative, etc. Et qui malheureusement, en fait, s'est mise avec un homme qui l'a détruit à petit feu. Et elle le témoigne sur sa chaîne Inspire-moi. Le nom de la chaîne, c'est Inspire-moi sur YouTube. Et depuis quelques semaines, en fait, je suis ces vlogs, ces espèces de vlogs journal intime, où elle partage les démarches qu'elle est en train de faire pour son divorce. Parce que, en fait, son homme est vraiment, son mari, c'est vraiment son mari, est contre Mmh. elle, littéralement. C'est vraiment limite de la méchanceté à l'état pur. C'est Waouh! comme s'il voulait vraiment la boycotter, en fait. Et ça, c'est Ah. incroyable. Et Bon, elle-même, effectivement, lorsqu'elle refait une relecture de la rencontre avec le monsieur, il y mmh. avait des red flags, mais qu'elle n'a pas su en fait mettre en Oh, avant, qu'elle n'a pas voulu ouais. considérer. Et maintenant, là, elle en paye les pots cassés, quoi. Mmh. Ça, c'est triste, hein. Oui, Comme moi, j'en reviens toujours à la fondation, comme j'ai dit, avant de tout à vous fait. mettre avec quelqu'un, il faut une communication. Il faut bien communiquer avec cette personne, il faut bien observer cette personne. Tu rencontres quelqu'un le lundi et tu habites avec lui le mercredi, ça, c'est de la folie. S faut prendre le temps de bien connaître cette personne et chercher des conseils. Elle aurait dû chercher des conseils chez des personnes un peu matures, qui lui auraient dit: «Attention, ici il y a un red flag, ici il y a un red flag et fais attention». Bon, tout ça, c'est le passé. Maintenant, elle en est dans cette situation où le gars, il est jaloux d'elle, il lui fait la vie dure et Littéralement. Mm. oui, donc il faut d'abord savoir une chose, j'en ai parlé au début de cette, conversation, on a tous un don. Elle, peut-être son don, c'est, faire ses L'entrepreneuriat, le histoires succès. oui, faire Ouais. ses histoires de YouTube et ça marche bien. La preuve, ça marche bien et Mm. si c'est quelque chose qu'elle aime et qu'elle veut faire, si son gars n'aime pas ça, si son gars est jaloux, comme j'ai dit, c'est une décision très difficile à faire. Il faut qu'elle choisisse. Soit elle, elle s'aligne du côté du gars qui lui met des barrières et qui veut peut-être qu'elle soit moindre, ou soit elle se dit: «Non, c'est mon don et je veux le développer». Mhm. Maintenant, admettons qu'elle prenne la deuxième partie. Elle se dit: «Non, c'est mon don, j'aime vraiment faire ça et je veux développer cette capacité que j'ai» et si le gars lui met des barrières, c'est déjà qu'il ne l'aime pas, c'est pas normal. Malheureusement. Tout à fait, c'est ça. À la base, il manque de l'amour parce que
si il l'aimait, c'est pas la première fois qu'une femme, admettons une femme mariée, a beaucoup plus de succès sur YouTube que son gars. Il y a une YouTubeuse américaine assez célèbre, elle s'appelle Tabitha Brown, c'est une black américaine, et elle est très très successful sur YouTube. Et son gars, son mari en fait, il me semble, c'était un policier. Tu sais, les policiers ça gagne pas grand chose, mais elle, Mhm. elle a explosé comme ça. Mais son gars, il reste avec elle. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait de l'amour. Donc, Il est bah, fidèle. il s'adapte à la nouvelle situation, mais il aime tellement sa femme qu'il est fier d'elle. Mhm. Et dans le cas de la personne que tu m'as citée, euh, son mec a besoin d'aide psychologique, hein, parce que c'est pas normal. De C'est détester autant une personne, même avant Ouais. qu'elle ne soit ta femme, mais c'est Non, incroyable. normalement, un homme, quand sa femme réussit comme ça, il est content. Enfin, je sais pas, moi, il est content, il la soutient. S'il a un peu de jalousie, c'est humain, hein, on n'est pas des Superman. Eh bien, il Mhm. va essayer de gérer ça, d'en parler à quelqu'un avec qui il fait confiance, à une personne adulte, mûre, ou alors à un psychologue. Mais Mhm. à Se la faire base, suivre. oui, Mhm. à la base, s'il aime sa fille, il en est fier. Enfin, s'il aime sa femme, il en est fier. Enfin, et puis, s'ils sont ensemble, si c'est un couple, normalement, il y a une complicité, il y a une union. C'est ça la base du couple, c'est l'unité. Donc, l'argent que cette femme gagne, c'est l'argent du couple. Enfin, s'il n'est pas capable de réfléchir comme ça, c'est qu'elle n'a pas épousé un homme, elle a épousé un gamin. Et Mhm. Un bon, opportuniste, c'est ça. ouais, c'est à elle de prendre une décision qui est très difficile. Et Mais elle a il déjà faut pris aussi sa qu'elle, décision. ouais, il faut qu'elle procure sa santé mentale, hein. Ouais. Ils sont en pleine procédure de divorce. Mais tu vois, ce sont des situations que tu peux éviter. T'as pas à être là. Enfin, tu peux pas éviter ce genre de situation à 100%, mais tu peux éviter quand même. Tu peux quand même faire le maximum pour éviter ce genre de situation. Quand tu rencontres quelqu'un, tu es amoureuse de cette personne, tu ressens des choses pour cette personne, tu veux vivre avec cette personne, voire, allez, disons, tu veux marier cette personne. Moi, je le dis, je le redis, la communication, l'observation, même faire une enquête sur cette personne pour savoir. L'enquête comme la vie. Oui, pour savoir si, dans 10 ans, parce que des fois les gens ils portent un masque, hein. Dans la vie, il faut pas être Mhm. stupide. Dans la vie, il faut pas être naïf. Des fois, les gens portent un masque. Tu as déjà entendu ce terme trop beau, trop beau pour être vrai. Mhm. C'est It's too good to be true. C'est trop beau pour être vrai. Et des fois, malheureusement, c'est la réalité. Donc, faut pas être naïf. Quand tu rencontres quelqu'un, faut pas tout de suite tomber dans ses bras. D'abord, tu sais, dans la vie, pour éviter plein de problèmes, faut imaginer des, la pire des Des situations scénarios. possibles. Ouais, Mhm. le pire des scénarios possibles. Ça peut être quelqu'un qui te ment, quelqu'un qui veut les papiers, quelqu'un qui veut ci, quelqu'un qui veut ça. Après, tu te retrouves dans des situations incroyables. Donc, il faut bien observer cette personne, il faut bien communiquer avec cette personne. Il faut aussi faire une enquête contre cette personne. Je sais pas, engager un détective privé, ou alors, enfin, tu vois, commencer selon tes moyens, dans ton pays, etc. Mais il faut pas être, faut pas être naïf. Si elle avait fait Mhm. tout ça, elle aurait évité beaucoup de peine de cœur. Oui, c'est une femme qui est assez intelligente, mais à voir pourquoi le bon Dieu a permis qu'elle puisse vivre ce couple dysfonctionnel. Ça n'a rien Il à lui a voir fait. avec le bon Dieu. Moi, comme je le dis, je suis pas pour comment on appelle ça, la victimisation. Parce qu'il y a des tas de problèmes qu'on peut s'éviter. Il y a des tas de livres sur les relations, euh, et des endroits où tu peux demander conseil, etc. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on est amoureux, on pense que c'est la personne de notre vie, alors on se précipite et on voit pas les signes qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Mais Hmm, bon, voilà. J'espère que ça va aller pour cette femme je et que l'espère également, oui. ça va pas trop la déstabiliser. Hmm, je l'espère également. Qu'elle puisse se remettre de cette situation douloureuse. Tout à fait. D'accord. Bon, mais du coup, on a fait le tour de la question sur la jalousie de l'entourage, la jalousie du conjoint. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, Psycho Brio?
En ce qui concerne la jalousie, ben, il y a 4 points qu'on peut faire. Par exemple, la jalousie au travail, hein. Le point Mhm. numéro 1, il faut rester professionnel, ne pas réagir de manière émotionnelle à la jalousie, mais maintenir une attitude professionnelle en toutes circonstances. Et ça, Donc ça demande beaucoup d'efforts, hein. Il faut avoir une grosse confiance en soi pour le faire. ah oui, oui. Donc rester professionnel. Le point numéro 2, communiquer ouvertement. Par exemple, si la jalousie devient un problème, une conversation ouverte et honnête peut aider à désamorcer les tensions. Des fois, faut voir, hein, des fois tu peux communiquer avec la personne et des fois tu peux pas. Mm. Fais ta petite enquête, va voir un avocat, parle à un avocat et il va te donner des conseils sur la manière dont tu peux gérer cette situation. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est garder des preuves. Parce que ce sont souvent des gens qui vont essayer de vous, comment on appelle ça? De vous saccager, j'ai Mhm. oublié le De mot, vous boycotter. Boycotter? boycotter, de vous faire du mal en fait. Donc Mhm. gardez un maximum de preuves. J'en parle dans une autre de mes Toujours vidéos. tracer, oui. Mm. Oui, sur Psychobrio par exemple. Imagine, on vous dit, imagine, allez, quelqu'un qu'on appelle Jocelyne versus Xavier. Jocelyne, c'est la femme et Xavier, c'est le mec jaloux. Et c'est son supérieur. Alors, Xavier lui dit, il y a un rendez-vous, le meeting pour tout notre département, c'est à 10 heures, le big boss va venir, c'est à 10 heures. Donc, Jocelyne doit envoyer un email à Xavier, dire, ah, tu m'as dit que le meeting est à 10 heures, je veux juste te confirmer, est-ce que c'est bien ça? Et Xavier va lui dire, oui, c'est ça, le meeting est à 10 heures. Mais Jocelyne sait que Xavier la déteste. Jocelyne sait que Xavier a un problème avec elle. Donc, Jocelyne doit faire son enquête. Discrètement, elle va demander à d'autres collègues, est-ce que le meeting est vraiment... Ah, j'ai un peu la tête en l'air en ce moment avec tout le boulot que j'ai. Je veux juste vérifier, est-ce que le meeting est à 10 heures? Et les collègues vont dire, non, 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 le meeting est à 8 heures. Le big boss va venir et il n'a pas beaucoup de temps, et donc le meeting sera à 8 heures. Donc, Xavier lui a menti. Alors, Jocelyne va se pointer à 8 heures. Xavier qui a essayé de l'escroquer, l'humiliation, parce que le big boss est là, le big boss va demander où est Jocelyne, et tout le monde aurait dit, ben, Xavier aurait présenté Jocelyne comme quelqu'un qui n'est pas sérieuse. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Xavier a essayé de saccager en fait le travail de Jocelyne. Donc, Mhm. il faut toujours garder des preuves écrites. Quand vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas, essayez toujours de Mhm. garder des preuves écrites et quand il vous dit quelque chose, par exemple le meeting, quelque chose de très important, envoyez-lui un email pour confirmer. Est-ce que c'est ça? Et après, demandez à d'autres personnes, mais discrètement, hein, pour être sûr. Vous devez traiter cette personne comme si c'était votre pire ennemi, quelqu'un qui veut votre peau. Mais dans votre tête, hein, vous ne lui dites pas, vous devez être intelligent. Allez voir un avocat, discuter de la situation, il va vous donner des conseils. Mais je dis, essayez toujours de garder des preuves écrites ou maintenant avec le téléphone, vous pouvez enregistrer certaines conversations. Bon, vous voyez, il y a des lois sur ça, ça dépend des pays. Vous voyez ici, c'est légal dans votre pays. Mais allez voir un avocat et demandez conseil. Mm. Des très bons conseils. Tout à Oui. fait. Mais il faut aussi éviter, le troisième point, c'est éviter les confrontations directes. Parce que confronter directement une personne jalouse, eh ben, ça peut aggraver la situation. C'est souvent préférable d'aborder le problème en présence d'une autre personne, comme un supérieur ou un médiateur. Mhm. Une tierce Et personne enfin, assiste toujours aux échanges, tout à fait. Ou ouais, enregistrer les conversations si oui, oui, cela se passe. toujours garder Mm. des preuves. Ne lui faites pas confiance. Pensez que c'est quelqu'un qui vit pour vous détruire. Ça, si vous avez cette mode de pensée, vous n'allez pas être naïf. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être naïf quand vous avez affaire à quelqu'un qui est jaloux. Comme j'ai dit, hein, évitez les confrontations. Vous n'êtes pas là pour vous battre à l'épée, hein, pour faire des duels. Ne faites pas ça. Mhm. Le quatrième point, c'est vous concentrer sur votre travail. Donc, vous devez rester concentré sur vos objectifs et vos performances parce que souvent, ça peut tellement vous euh, dérouter que ça va nuire à votre travail. Non, vous êtes là pour bosser, bosser. Et si vraiment ça ne va pas, parfois, il faut penser à quitter cette entreprise. Mm. Ouais, Santé parfois, il y a vraiment mentale avant tout. Tout à fait. ouais. D'accord. Du coup, ça, c'était dans le cadre du travail, mais de façon générale, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu as beaucoup mis l'accent sur l'humilité, que ce soit la personne qui jalouse ou la personne qui est jalousée, l'humilité et le respect. Toujours ça Oui. prime. Mhm. Enfin, moi, j'ai Mhm. vu ça avec la fille dont je te parle, hein,
la Capverdienne, hein. Magnifique, mais Mhm. très, très, très gentille. Et ça m'a marqué. J'en ai rencontré d'autres quand j'étais à l'école, d'autres filles qui étaient admirables, on va dire, d'un point de vue externel, mais je les ai oubliées, Mhm. hein, parce que à cause il manquait d'humilité, il n'y avait pas de ce genre de qualité, quoi. Donc, Mhm. Mhm. Il n'y a pas de qualité humaine en plus de la beauté physique. non, j'y avais pas, franchement, non. Ouais. D'accord. Mais du coup, merci beaucoup, Psycho Brio slash stratégie féminine, pour ta présence sur ma chaîne et la confiance que tu m'as de nouveau accordée Ah, de toujours, c'est revenir. toujours un plaisir de parler avec toi. Plaisir partagé, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des actualités à partager? Est-ce que tu as des offres que tu proposes par rapport à tes différentes chaînes? On me Dis-nous-en un demande peu plus. Ouais, bah, on me demande souvent de faire des consultations. Pour l'instant, Mhm. franchement, je suis pas en mesure. J'ai déjà dit, j'ai des problèmes de santé et j'attends une Tout à opération fait. dans quelques semaines. Donc, D'accord. chaque chose dans son temps, je suis pas en mesure. Peut-être plus tard dans l'avenir, qui sait, je ne promets rien, on verra bien. Et je vous invite à vous abonner à Psychobrio et à Stratégie Féminine. Ces deux chaînes où je parle de choses qui pourraient potentiellement vous intéresser. Tout Et à fait. il y a aussi un autre truc, c'est moi, mon rêve, ça a toujours été d'être écrivain. Donc, j'ai écrit un livre. Bon, ok, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Je voulais vraiment changer, de parler des problèmes d'Afrique, des problèmes de là. Donc, un roman avec une fille anglaise. Voilà, D'accord. le fond de l'histoire, je trouve ça vraiment intéressant. Et j'ai décidé de faire un petit film dessus. Quand je dis film, c'est un grand mot, hein. Hmm. C'est Un un film petit d'animation? ouais, une sorte d'animation, on va dire. Et D'accord. je vais bientôt poster dans une de mes chaînes. J'ai pas encore choisi laquelle, donc je vous invite à vous abonner à toutes mes chaînes. Hmm. Comme ça, vous allez voir mon petit film, un petit truc animation. Il y aura une narration, hein. C'est ma voix. Et puis, vous avez les caractères qui s'animent. Maintenant, avec les AI, on peut faire plein de choses, hein, donc Exactement, les outils d'intelligence artificielle, waouh, c'est ouais, incroyable ce qu'ils proposent actuellement. ouais. On Donc, vit une belle ère. D'accord, ok. donc voilà, c'est parce que c'est une histoire qui me tient à cœur, que j'ai écrit il y a quelques années et j'aimerais le faire connaître un peu plus au public. Voilà. Hmm. D'accord. Et du coup, c'est quoi le style? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur l'histoire? Bon, l'histoire, C'est un roman à l'eau de rose, non, c'est non, c'est inspiré pas un de faits roman de l'eau de rose. réels, Non, c'est de non, l'autobiographie. non, non, en fait, je vais vous dire spoiler alert. C'est Mhm. ça se passe à l'époque victorienne, dans les années 1860 à Londres, et c'est D'accord. deux sœurs qui habitent ensemble et leur père est mort et il leur a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes. Donc la sœur aînée, Rhiannon, pour s'en sortir, elle va essayer d'arnaquer le duc, un jeune homme qui est fou amoureux d'elle, mais qui est aussi très, 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 très riche. Elle va essayer Hmm. de le convaincre de l'épouser, mais il y a un problème, elle a un ennemi, Lavinia, qui elle aussi veut ce gars. Et en fait, l'histoire, ça montre en fait la situation de désespoir. Quand on est en situation de désespoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Et ça, c'est le Mhm. problème que bien sûr l'Afrique a. Beaucoup de gens sont en situation de désespoir et ils vont faire des choses que peut-être en temps normal, ils n'auront pas fait pour s'en Ils n'auront sortir. pas fait, oui. Ouais. Mhm. Et là, c'est une L'instinct de jeune fille, survie. oui, D'accord, avec vas-y. sa sœur qui sont en situation de désespoir et qu'est-ce qu'elles vont faire pour s'en sortir et est-ce qu'elles vont y arriver? Parce qu'elles ont aussi des ennemis qui essayent de les arrêter et cetera. Enfin, faudra suivre, c'est une histoire intéressante. Moi, j'aime bien. Je dois dire, hein, je suis très fière de moi d'avoir fait cette histoire et j'ai un attachement affectif, envers cette histoire qui est là et voilà, je vous invite Hmm. à la connaître. D'accord. Du coup, je ne manquerai pas de rester, on va dire, scotché à tes chaînes pour voir l'apparition et la sortie de ce film Ouais. d'animation. Ouais, pour Mhm. réchauffer un peu, j'ai mis quelques histoires. Je sais pas si tu as remarqué. J'ai une chaîne où je Hmm. parle de livres et j'ai déjà mis quelques histoires pour chauffer un peu la plateforme en attendant. D'accord, ok. C'est vrai que tu es une femme remplie de créativité, on va dire ça Ah comme ouais, ça. ouais. Mmh. Voilà, c'était ça ma nouveauté. D'accord.
Ok, bah, c'est super. Bah, je te souhaite un bon rétablissement après ton opération et Oui. de nous revenir très vite. Mm. Et merci pour ta belle présence. Merci à toi de m'avoir invité et j'espère qu'on se reverra encore. Et Mhm. je te Et il souhaite faut, hein. à toi aussi beaucoup de succès dans ce que tu entreprends. C'est très gentil. Merci, Psychobrio. À une prochaine. Merci, au Ciao. revoir. Ciao.